Bonjour citoyens, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui on va faire la vidéo FAQ. C'est parti. D'ailleurs je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu jouer le jeu et qui m'ont envoyé leurs questions en vidéo. Et je vous remercie chaleureusement. Première question. Salut Steven, je suis Vic Gatsden de la chaîne homonyme. Merci pour ta proposition de te poser des questions. Donc, comme tu le vois, personnellement j'ai fait le choix que tu avais fait aussi au début de ta chaîne de ne pas présenter mon visage sur internet. C'est ainsi donc que vient donc ma première question. Pourquoi tu as donc pris la décision de montrer ton visage sur ta chaîne? Et également, quel lien fais-tu entre survivalisme et anonymat sur internet? Ma deuxième question, ça va être sur ta collaboration avec le magazine Survival. Est-ce que tu prévois de faire d'autres articles prochainement? Donc voilà, c'est tout pour moi. À bientôt. Salut! Donc pour répondre à ta question Vic, je montre désormais mon visage pour montrer patte blanche tout simplement. Montrer que j'ai rien à cacher et que je ne suis pas un psychopathe qui se cache derrière son écran. J'ai dans l'objectif de pouvoir développer ma chaîne et de faire plus d'interviews. Pourquoi? Parce que j'ai pas la science infuse et il y a des gens qui sont beaucoup plus calés que moi sur certains domaines. Donc l'idée que j'ai, c'est de pouvoir aller rencontrer ces personnes, les filmer dans leur activité et partager ça avec toi et l'ensemble des autres abonnés de ma chaîne. Je te donne quelques exemples. Par exemple, moi je trouverais ça intéressant parce que j'ai envie d'apprendre, si je me mets à faire de l'élevage, à un moment donné, comment faire pour pouvoir, par exemple, tuer son cochon. Si j'ai un cochon par exemple et que je veux le tuer, comment je fais? Ben moi je sais pas, j'ai pas ce savoir-faire. Et évidemment, si tu donnes une démarche autonome et que tu élèves des animaux, poulets, cabris, faut t'apprendre à tuer la bête correctement. Donc j'aurais envie de voir des personnes qui le faisaient à l'ancienne et qui me montrent comment on fait, comment on éviscère une bête, comment on découpe la viande, etc., etc. Je pense que c'est un savoir-faire qu'on devrait connaître. Parce que moi je ne sais pas du tout, je suis complètement urbanisé, je ne connais pas ça. Donc en même temps c'est pour moi, pour mes connaissances personnelles, et en même temps, si je peux en faire profiter la communauté, pourquoi pas. J'ai aussi dans l'idée d'aller rencontrer un monsieur qui vit dans le sud de la France, complètement en autonomie. Il vit avec des panneaux solaires et qu'il a branché à des batteries de voiture. Moi, j'ai envie de voir son installation. J'ai envie de voir comment il l'a fait. J'ai envie de lui poser des questions, de savoir combien ça a coûté, les inconvénients qu'il a rencontrés, parce que lui, ça fait 30 ans qu'il vit comme ça et qu'il fait fonctionner l'ensemble de son électroménager à l'intérieur de son domicile. Donc, je voudrais avoir son retour et filmer tout ça pour après en faire une vidéo sur ma chaîne. J'ai aussi dans l'optique d'aller rencontrer des personnes qui font de l'élevage d'escargots, parce que j'ai une petite idée en tête. Parce que les escargots, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est une source de protéines en cas de difficulté, en cas d'effondrement, etc. Donc c'est une petite idée qui me rentre dans la tête. Donc je voudrais aller voir des éleveurs d'escargots, leur poser des questions, comment ça coûte à entretenir, ce qu'il faut, comment on les nourrit, etc., etc. Et bien évidemment, je vais aller à la rencontre de ces gens avec ma caméra pour ensuite faire une vidéo. Mais je ne peux pas démarcher des gens sans montrer mon visage. C'est pas possible parce que forcément, si je veux aller chez quelqu'un avec une caméra, on va me demander mon CV. T'es qui? Tu travailles pour quelle chaîne de télé, etc. Moi, je suis indépendant. J'ai une chaîne YouTube, j'ai une petite audience. Donc, mon CV, c'est ma chaîne YouTube. Si je renvoie ces gens sur ma chaîne YouTube et qu'ils voient juste un torse, c'est pas engageant. Parce que toi-même, tu es youtubeur, d'après ce que j'ai compris, tu vas pas rencontrer quelqu'un qui te contacte sans qu'il se montre son visage. Tu te dis, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi son problème? C'est un tueur en série? Pourquoi il ne monte pas sa tête? C'est pas engageant. Donc moi, je voudrais casser ça. Je veux donner une autre image à ma chaîne et montrer que je suis tout ce qu'il y a de plus normal. Et après, la personne décide de me rencontrer ou pas en fonction de mon visage. Est-ce qu'il y a un feeling ou pas? Est-ce que la personne a envie de me rencontrer ou pas? Tiens, on est dans un monde bizarre. Hein. T'es youtubeur, il y a des trolls, tu sais ce que c'est. Donc, tu n'as pas envie de rencontrer n'importe qui. Donc je pense que si toi, dans ton sens, tu n'as pas envie de rencontrer quelqu'un que tu ne vois pas, qui est caché derrière un avatar, eh ben, dans le même sens, pour eux, ils n'ont pas envie de te rencontrer, parce qu'ils ne savent pas t'es qui. Donc en montrant ma tête, j'humanise un peu plus ma chaîne, et j'espère pouvoir rencontrer des personnes par ce biais. Alors maintenant, quelle est la relation que je fais entre le survivalisme et l'anonymat? Je suis totalement adepte de la politique de l'homme gris. Tu dois savoir ce que c'est. Je pense qu'il faut rester discret dans ses préparations. Oui, mais il ne faut pas être paranoïaque. Moi, je suis dans une démarche de sensibilisation. C'est-à-dire que je veux que mes concitoyens soient un peu plus responsables, un peu plus autonomes et qu'on sorte de ce système qui nous infantilise. Donc, je fais des vidéos dans ce sens pour apprendre des savoir-faire, etc., etc.
pour que tu sois un peu plus autonome. L'idée, c'est de se dire que tu peux très bien rester discret, mais sans tomber dans la paranoïa. Par exemple, je te donne un cas concret. Si je fais une vidéo sur le stock alimentaire, je vais te dire, en te montrant les échantillons des aliments que je vais mettre dans mon stock alimentaire, et je vais te dire pourquoi je mets ces aliments-là dans mon stock. Mais je ne vais pas te faire une vidéo où je vais t'ouvrir mon placard, où je vais te montrer tout mon stock. Tu vois, je vais rester discret sur ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Par contre, comme j'ai envie de te sensibiliser, je vais te dire, voilà ce qu'il faut mettre dedans. Elle est là, toute la nuance. C'est ça que je veux dire. Tu dois rester discret, mais quand tu es dans une démarche de youtubeur et que tu as envie de sensibiliser, ben à un moment donné, tu dois donner un petit peu de ta personne. Bien évidemment, tu restes discret sur ta localisation exacte. Moi, je te donne pas tout sur ma vie privée. Je te montre en vidéo ce que je veux te montrer. Et je garde pour moi ce que je veux pas que les gens sachent, tout simplement. Alors, pour répondre à ta troisième question, oui, effectivement, je compte continuer ma collaboration avec le magazine Survival. Pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo pour le premier magazine qui était sorti. Et j'avais donné ma critique et j'avais dit que je trouvais que c'était une formidable idée qu'on ait ce genre de magazine dans le monde francophone. La rédaction a vu ma vidéo sur le net et m'a contacté et m'a proposé de participer à l'écriture d'articles pour ce magazine. Donc tant que la rédaction de ce magazine acceptera de publier mes articles, je continuerai la collaboration avec eux. Ils ne sont pas obligés d'accepter, hein. Donc moi je leur soumets des articles, s'ils veulent, ils acceptent, s'ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas. Moi ça me permet de pouvoir avoir un autre support pour pouvoir sensibiliser encore plus le public. Ma chaîne YouTube et le magazine, tout simplement. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Ciao Vic. Salut citoyen prévoyant, c'est Michel. Voilà, donc je suis un de tes plus grands fans. Grâce à toi, je progresse donc dans mes vidéos. Je voulais en fait te poser 5 questions. Dans quel pays penses-tu que ce soit le plus safe en fait en cas d'effondrement? Deuxième question, faut-il investir plutôt dans l'argent ou dans l'or? Troisième question, quelle est l'arme parfaite pour se protéger en fait quand on n'a pas un énorme budget? Et quatrième question, à ton avis, quelles seraient les 5 raisons qui amèneraient donc un effondrement ou des troubles de grande envergure en France? Et cinquième question, quelle est la ville en France ou quelle est la région stratégique où on pourrait se regrouper ou créer une BAD en France, voilà, par rapport à la situation géographique. Voilà, merci pour tes réponses et bon courage pour ton émission. Salut Michel. Pour répondre à ta question concernant quel est le pays le plus safe, je dois t'avouer que j'ai pas la réponse. Je me suis déjà posé cette question et je trouve pas de pays complètement sûr. En fait, peu importe où tu te trouves, il faut juste développer ton autonomie. Pourquoi je te dis ça? Parce que je pense qu'on est... Toi, tu me dis dans quel pays il faut aller en cas d'effondrement. Moi, personnellement, je trouve que l'effondrement, on y est déjà. Et peu importe où tu te trouves sur la planète, l'effondrement est en cours. Alors, c'est un effondrement lent, mais il est en cours. Parce que petit à petit, tous les pays de la planète sont en train de se déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Je te prends un exemple. Regarde ce qui se passe au Venezuela, regarde ce qui se passe en Irak, en Syrie. Chaque pays au monde a des problèmes qui vont vers un effondrement. Par exemple, on a le problème de la loi du travail en France. On veut enlever tous les acquis sociaux, etc., etc. Tous ces trucs qui sont très mis en place en France, ça passe également en Italie, ça passe également en Espagne, et ça passe dans tous les autres pays. Ça veut dire que tous les mecs qui avaient des acquis sociaux, eh ben, ils sont en train de les perdre. Donc petit à petit, les gens vont se retrouver limite en esclavage, tu vois. Donc, et ça se passe partout sur la planète. Tous ceux qui avaient réussi à développer quelque chose pour protéger le travailleur, ça disparaît. On a le problème aussi du Codex Alimentarius. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais en fait, c'est une organisation qui est chapeautée par la FAO, l'OMS et au-dessus l'Organisation des Nations Unies. Ça régit les règles alimentaires pour l'ensemble de la planète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous prétexte qu'on veut te servir une alimentation saine, on va établir des règles. Donc, pour éviter en gros que les gens tombent malades en mangeant un plat qui soit contaminé par la légionellose ou autres bactéries, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils prônent de pouvoir
irradier tous les aliments du commerce. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tous nos aliments sont irradiés au cobalt. Alors, ça tue tout. Évidemment, on te dit que c'est pour avoir une alimentation saine et être sûr qu'on ne va pas tomber malade. Ce qui est perverse avec ce concept, c'est que lorsqu'ils irradient les aliments, ça tue également les vitamines. Donc, ce qui fait que on est en train de se nourrir constamment avec des aliments qui n'ont plus de vitamines. Donc, c'est un effet pervers qui fait qu'à long terme, ben, tu deviens, comment dire, ben, tu deviens moins résistant, tu tombes plus souvent malade, tu as des carences, etc., etc. Ce qui fait que, comme tu tombes malade, tu enrichis les laboratoires pharmaceutiques, c'est un cercle vicieux en fait. Donc, on te rend malade pour après te vendre des médicaments. Et ça, c'est mondial, tu vois. Il y a ça, il y a les chemtrails, c'est partout maintenant, tu lèves la tête, tu peux pas voir des chemtrails, tu vois des chemtrails partout. Donc, bon, ce que je te dis, c'est quelques exemples, mais il y a plein de trucs comme ça qui se mettent en place au niveau mondial, qui fait que, peu importe où tu te trouves, tu vas continuer à être empoisonné à petit feu, que ce soit par les chemtrails, par le fait qu'on irradie tes aliments, par le fait qu'on mange toujours de la merde, les pesticides à gogo, etc., etc. Ça peut être une guerre qui éclate, ça peut être un pays qui s'effondre économiquement. Je me dis pas partout où tu te trouves, deviens le plus autonome possible. Ça, c'est mon point de vue. Après, il y a plein de sujets qu'on peut développer, mais en gros, hein, pour moi, il n'y a pas de pays safe. Pour répondre à ta deuxième question, est-ce qu'on doit investir dans l'or ou l'argent? Personnellement, comme j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai fait le choix de ne choisir ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Parce que je considère que si tu as beaucoup d'argent, ça peut être intéressant. Tu places ton or et en cas de pépin, ton argent il est bloqué. Lorsque la situation revient à la normale, tu ressors tes lingots d'or et tu récupères entre guillemets tes billes. Je pense que tu ne vas pas avoir 1 million d'euros à placer en or. Tu vas mettre peut-être 1000, 2000, 3000 euros là-dedans. Tu vas acheter quoi? Tu vas acheter peut-être tes mini lingotins ou tu vas acheter des louis d'or. Un louis d'or, ça doit valoir à peu près 200 euros et des bananes. Pour une petite pièce en or. 200 euros et des bananes. Tu vas t'en servir pour quoi? En cas de pépin, tu vas t'en servir pour acheter des ressources. Pour acheter du carburant, pour acheter des boîtes de conserve, pour payer des services. Par exemple, si ton enfant tombe malade, tu auras besoin qu'un médecin puisse diagnostiquer son cas et le soigner. Alors, est-ce que c'est pas plus intéressant, plutôt que d'investir 200 euros dans une pièce d'or, de ne pas l'investir dans des ressources ou dans des savoir-faire? C'est-à-dire que si, par exemple, tu meurs de faim, tu vas utiliser ta pièce d'or, tu vas pouvoir faire une transaction. Et il est fort probable qu'on ne va pas te donner pour l'équivalent de ta pièce d'or. On ne va pas te donner pour 200 euros de boîte de conserve. On va peut-être te donner 3-4 boîtes de conserve. Et tu fermeras ta gueule, parce qu'il n'y aura pas le choix. Moi, je préfère investir dans des ressources. Avec 200 euros, plutôt que d'acheter un louis d'or, j'ai acheté pour 200 euros de boîte de conserve. Donc, non seulement je préfère plus de transactions que toi, mais en plus de ça, je pourrais me nourrir. Avec la pièce d'or, non. Tu comprends? En plus de ça, 200 euros, je préfère investir dans une formation. Une formation qui va m'apprendre par exemple à cultiver, à faire de la mécanique. Une formation qui va m'apprendre à porter les premiers secours. Il y a plein de petites formations comme ça qui peuvent t'enrichir. Et une fois que tu es compétent, une fois que tu as du savoir-faire, tu vas pouvoir le monétiser à ton tour pour pouvoir t'en sortir. C'est-à-dire que toi, tu vas être à la place du mec qui va accepter les louis d'or pour lui transmettre ton savoir-faire ou ta ressource que tu auras mis de côté. Tu comprends l'idée? Donc moi, personnellement, je ne choisis ni l'or ni l'argent. J'investis dans des savoir-faire, j'investis dans des ressources. Comme ça, je préfère plus de transactions et je serai plus utile à la communauté qu'avec quelques pièces d'or. Parce que tu ne vas pas en acheter non plus énormément. Donc pour répondre à ta troisième question, lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, moi je pense qu'il faut investir dans un calibre 12, le bon vieux fusil de chasse. Tu as une variété de munitions qui est absolument fantastique. Tu as de la chevrotine, tu as de la slug, tu as de la Brenec, tu as du gros sel, tu as également du Gomcon. Donc c'est parfait. La plateforme ne coûte pas cher et les munitions sont abordables et on peut les trouver partout. Pour ta quatrième question, tu veux savoir quelles sont les 5 raisons qui feront que on va basculer dans un effondrement total? Tu sais, je pourrais t'en donner 5, 10, 20 raisons. Je peux même t'en donner 150 si tu veux. Mais ça ne va pas te faire avancer, ça ne va pas te faire réfléchir. Le vrai problème en France, et ce qui va faire quoi sombrer dans le chaos, c'est le manque de curiosité de nos concitoyens. Et quand je dis ça, ça va te paraître bizarre, hein, mais tout est lié en fait. On n'est pas curieux.
on ne s'intéresse pas aux trucs qui impactent nos vies, vraiment. C'est-à-dire qu'on va être champion pour pouvoir discuter avec les potes du transfert de je sais pas qui, Karim Benzema. Tu sais, je suis pas calé au foot, hein, mais je m'intéresse pas à ça. Mais bon, tu comprends l'idée. On va être super calé là-dedans. On va parler des choix de Deschamps. On va dire que c'est un rigolo. Moi, j'aurais fait ça. J'aurais mis un tel en avant-centre, lui en gardien, etc. etc. On est tous des super sélectionneurs de France en foot. On va s'intéresser à la vie des stars. On va savoir quel est le nom de leur petit chat, combien d'enfants ils ont, le nom de leurs enfants. On va s'intéresser à des trucs futiles. Au lieu de s'intéresser à des trucs qui impactent nos vies réellement. On n'est pas curieux. Pourquoi je te dis ça? Je pourrais te donner comme raison, la dette va continuer à augmenter en France. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus payer cette dette. Donc on va s'effondrer tout simplement. On ne pourra plus payer les fonctionnaires, le pays va couler et l'euro va s'effondrer. Là, ça va générer un chaos. Je pourrais te dire qu'une vague successive de migrants va encore envahir l'Europe. On ne pourra pas les loger, on ne pourra pas leur donner de travail. Après, ça va faire des conflits avec les populations autochtones, etc., etc. Guerre civile. Je pourrais te dire autre chose, plein de trucs. Mais en fait, n'importe quel débile peut faire cette déduction. En vérité, le gros problème, c'est qu'on aurait pu régler le problème en amont, en réfléchissant à d'où ça vient tout ce problème. Prenons le cas de la dette. On se retrouve avec une dette comme ça qui grossit, on frôle les 2000 milliards maintenant. Mais comment ça se fait qu'on ne se dise pas, mais pourquoi en 30 ans, comme ça, on se retrouve avec une dette, on ne sait pas d'où elle sort? Eh bien, si tu regardes un petit peu tu t'intéresses un peu où on est dans l'Europe. Et depuis 1971, eh ben, nos dirigeants, ils ont signé le fait que maintenant, lorsqu'on a besoin d'argent, le gouvernement, au lieu d'emprunter de l'argent à la Banque de France, à taux zéro, on va emprunter à la Banque Centrale Européenne avec un taux d'intérêt. Mais qui est l'abruti qui a signé un truc pareil? Mais comment on a pu laisser faire un truc pareil? Aujourd'hui, on est criblé de dettes à cause de ça. Ce qui fait que maintenant, on se retrouve à faire des emprunts pour payer les intérêts des anciens crédits. Mais c'est débile. Tu comprends ce que je veux dire? Et nous, on ne s'intéresse pas. Oh bon, on est dans l'Europe, c'est bien, c'est génial. De toute façon, si on sort de l'Europe, on n'est rien sans l'Europe. Mais on te conditionne depuis l'école à penser comme ça. Est-ce que les Suisses, eux, ils sont en galère comme nous? Non. Les Britanniques qui vont utiliser l'article 50 pour sortir de l'Europe, dans quelques années, tu vas voir, ils vont s'en sortir beaucoup mieux que nous. Il y a plein de pays qui n'ont pas besoin de l'Europe et qui sont proches de l'Europe et qui s'en sortent très bien. Nous, on est dans un système qui nous fait couler. Donc sortons de l'Europe. Tu comprends? Donc moi, c'est ça que j'ai du mal quand je parle avec mes proches et je leur dis, mais tu vois pas que le problème, c'est l'Europe? Les mecs, ils comprennent pas ce que je dis, mais va chercher les infos. Si on a une dette monumentale, si à chaque fois on t'augmente tes impôts, si on te met des taxes sur tout, si par exemple, demain tu te retrouves viré de ton emploi parce que tout simplement ton patron il a décidé d'aller délocaliser ton entreprise qui fait des bénéfices en France et va l'installer en Pologne ou je sais pas où dans l'Europe de l'Est, c'est parce que l'Europe le permet. Lui, le patron, il fait qu'utiliser les outils que lui fournit l'Europe. D'accord? Donc pour enrichir qui? Ses actionnaires. Et en plus de ça, l'Europe interdit aux États d'interdire au patron de délocaliser son entreprise. Ça, faut que tu le saches. Mais vu que personne ne s'intéresse à comment fonctionne l'Europe, quel traité nous lie avec l'Europe, eh ben on se fait niquer. Et ça fait que quoi? À chaque fois qu'il y a un guignol qui se présente à l'élection présidentielle, il te raconte tout ce qu'il veut, il se marquette à mort et il se fait élire. Hein, on a le cas de Macron, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, je suis atterré en fait. Et mais des fois, je me dis, mais mes concitoyens, vous êtes possédés, c'est un truc de ouf. Et il faut mettre vos genoux à terre et prier Jésus-Christ. Sérieusement, faites-vous délivrer, c'est pas possible. Mais ouvrez vos yeux, c'est dingue. Vous n'êtes pas curieux du monde qui vous entoure. Et suite à ça, ce qui se passe, c'est que déjà les médias ils sont tellement contents d'avoir fait élire leur poulain, ils l'appellent le roi soleil, Jupiter. Non mais c'est quoi ces noms là qu'on lui donne? Vous avez élu un monarque, vous êtes complètement cinglé. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Regardez, quand le mec, quand je vois la campagne qu'il a eue, j'hallucine. Quand je vois les symboles qui ont été utilisés dans cette campagne, j'hallucine. Quand je vois les soutiens de ce mec, Jacques Attali, BHL, qui est-ce qui finance? Les Rothschild. Ça vous met pas la puce à l'oreille. C'est dingue. Et tiens, en parlant de puce. Attendez-vous dans les prochaines années, hein, vous qui avez élu votre petit monarque,
à vous faire tous pucer tous. Vous, vos enfants, tous. Vous allez vous faire pucer par une puce RFID. Hein, ça, on le savait depuis longtemps. Mais ça, ça fait 30, 40 ans qu'on le dit, ça. C'est partout, on va chercher les infos. Et sous prétexte qu'on doit contrôler les terrorismes, l'argent, on va supprimer l'argent liquide, on va te pucer. Et au début, tu vas le faire de toi-même, te mets comme tu es, tu vois. Parce que tu vas aller en boîte, on va te dire oui, mais si tu te fais pucer, eh ben, tu vas pouvoir payer tes consommations sans sortir ton portefeuille, tu vas pouvoir prendre le métro sans sortir ta carte, tu vas pouvoir rentrer dans ton entreprise. Mais c'est déjà le cas en France. Il y a une société qui a imposé ça, hein, cette année, à des gens d'avoir une puce pour pouvoir rentrer au travail, rentrer dans des parties sécurisées, faire des photocopies, prendre ton café. Mais vous vous rendez compte de ce que c'est là? On est en train de vous mettre en esclavage. Et tu as voté pour ça. Tu vois? Donc, comme je te disais, il y a 36 000 raisons. Mais ça, ce sont des symptômes. On peut régler le problème de la maladie en amont. Il suffit d'ouvrir ses yeux, de s'informer et d'informer ses proches de ce qu'on va découvrir. Il y a tellement de trucs qui sont devant nos yeux et nous, on préfère se concentrer sur qui a trompé Angelina Jolie, qui va être transféré à PSG, et je sais pas quel autre truc futile. C'est futile tout ça. Notre vie, celle de nos enfants, c'est maintenant que ça se joue. Et personne s'y intéresse. Mais faites-vous délivrer, je vous jure. Vous êtes possédés, c'est pas normal. Je comprends pas, moi, sérieux, hein. Je comprends pas. Je parlais avec mes proches, je comprends pas. Les mecs, vous êtes complètement, je sais pas. Ouvrez vos yeux, allez chercher les infos. Vous avez la chance, vous avez Internet, vous avez YouTube, vous avez la presse indépendante. Allez chercher les infos. Allez-y. Sincèrement, hein. Parce que c'est en train de vous tomber dessus et personne ne réagit. L'autre, il est à peine élu au pouvoir. Qu'est-ce qu'il met au ministère de la Santé? Il met une certaine Agnès, je ne sais plus qui elle s'appelle, Agnès quelque chose, qui est ministre de la Santé. Qu'est-ce qu'elle fait cette dame? La première chose qu'elle fait, elle impose 11 vaccins sur les 3 qui étaient déjà obligatoires. Elle en met 11, elle. Et si tu ne le fais pas, tu iras en prison. On peut même t'enlever tes enfants pour ça. Ce qu'il faut comprendre, on te dit c'est pour la santé publique, tout ça. Il y a combien de morts par rapport au fait qu'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés contre telle ou telle maladie? Il y en a peut-être moins de 10 par an. Ça justifie qu'on impose 11 vaccins à l'ensemble de la population, aux nouveau-nés qui vont arriver. Surtout quand tu sais qu'il y a des problèmes avec les vaccins, avec tous les adjuvants qu'il y a. Il n'y a pas si longtemps que ça, à Bruxelles, il y a une commission qui a dit qu'effectivement, il y a un mec qui est mort, là, on lui a vacciné. Il est tombé malade, il est mort. C'est dû aux adjuvants qui étaient dans le vaccin. Et nous, Français, qu'est-ce qu'on fait? On en impose 11. Il n'y a pas que la France, hein, c'est mondial tout ça. L'Italie, c'est pareil. Je crois que dans un autre pays, Portugal ou Espagne, je ne sais plus trop lequel, c'est pareil. Il n'y en a peut-être pas 11, il y en a peut-être un peu moins ou un peu plus. Mais on est en train de vacciner toute la population, il faut s'inquiéter. Tu sais, je comprends qu'il y en a qui ne veulent pas rentrer dans les théories. Ils disent non, si tu vois le complot partout. Non, mais il faut se poser des questions, sérieux. Il faut se poser des questions, c'est grave ce qui se passe. En plus de ça, un vaccin qui coûtait 7 €, parce qu'il y avait 3 souches dedans. Maintenant, il va en avoir 11. Le vaccin, il va monter à 42 €. Ça enrichit qui, à ton avis? C'est qui les grands gagnants de cette histoire? C'est la population française? Non, c'est les lobbies pharmaceutiques. Et pour qui travaillait Agnès, la ministre là, de la Santé? Sa carrière, elle l'a fait où? Qui a payé son salaire toutes ces années? C'est bien Big Pharma. Elle a travaillé que dans des sociétés de ce type. Des sociétés des laboratoires, des trucs de ce type. Donc en fait, ces gens-là, qui travaillent pour l'oligarchie, placent leurs pions. Et après, ils font en sorte que tu enrichis les mecs qui ont financé ta campagne. Ils placent leurs pions, et voilà. Et nous, on est là comme des teubés. Bon, ben ok, on va faire vacciner nos enfants, c'est pour le bien de la population. Ouvre tes yeux, va chercher les infos. Renseigne-toi de qui c'est celui-là, d'où il sort. Agnès, elle a fait où ses études, où est-ce qu'elle a travaillé, pour qui? Et là, tu vas commencer à comprendre pourquoi elle agit de la sorte. Des fois, tu vois des politiciens, ils font des trucs, tu comprends pas. Mais regarde qui sont ce soutien, les cercles qu'ils fréquentent, quel cercle philosophique ils fréquentent. Intéresse-toi aux trucs qui vont impacter ta vie. Donc pour moi, le seul problème qui fera que ça va partir en vrille en France et dans le reste de la planète, c'est le manque de curiosité de notre population. J'espère avoir été clair. Peut-être que je ferai une vidéo pour pouvoir expliquer un peu plus le fond de ma pensée, pour pouvoir détailler un peu plus.
Je ferai peut-être une vidéo à part pour que ce soit plus clair. Donc pour répondre à ta cinquième et dernière question, dans l'idéal, il faudrait te mettre dans des endroits les moins peuplés de France. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir acheter un terrain grand et pas cher. Donc je pense à l'Indre, je pense au Cantal, je pense à la Nièvre, à la Dordogne, à l'Aveyron, au Cantal. Toutes ces régions qui sont dépeuplées sont des régions qui peuvent être intéressantes au niveau tarif. Après, il faut pouvoir y vivre dans ces régions parce qu'il faut pouvoir trouver un travail. Ces territoires sont victimes de la désertification médicale également. Donc si tu as des enfants en bas âge et qu'ils ont un accident, il faut trouver un médecin, il faut trouver des services urgentistes, ça va être compliqué. Donc je pense que là où tu te trouves, essaie de déménager en grande banlieue, essaie d'acheter une maison et un terrain et développe au maximum ton autonomie. Je pense que c'est plus réaliste. Après, si bien sûr tu es indépendant et tu peux te permettre d'aller dans ces régions-là, c'est superbe. Autre question. Bonjour Visti, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'être un citoyen prévoyant? Merci. Salut citoyen. Très honnêtement, je te félicite parce qu'à ton âge, je ne m'intéressais pas du tout à ce genre de thématique. En 2008, lorsqu'il y a eu la crise qui a touché les Grecs, les Américains, les Espagnols, les Italiens et une grande partie du monde, je me suis rendu compte tout simplement que notre système est fragile. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passera si du jour au lendemain, je me retrouve à perdre mon travail, je perds mon toit et je me retrouve comme ces Américains à vivre dans ma voiture. Là, j'ai des enfants. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut que je puisse, en tout temps, pouvoir subvenir aux besoins primaires de mes enfants. Alors, peut-être pas le luxe, peut-être pas les biens matériels, mais je voulais au moins qu'ils puissent manger à leur faim. Pour moi, c'était primordial. J'ai pas envie qu'un jour mes enfants connaissent la faim et j'ai pas envie qu'un jour que ma femme soit comme en Grèce, obligée de se prostituer pour 2 € parce qu'il faudra nourrir nos enfants. Donc je me suis dit, il me faut un plan B, il faut que je trouve une solution. J'ai commencé à réfléchir à un autre système de pensée, une autre façon de consommer et j'ai commencé à me renseigner sur les systèmes de vie alternatifs. Donc ça, tu vas voir ce que font les gens du voyage, tu regardes ce que font les bobos, les hippies, et tu tombes sur les autonomistes. Et au bout d'un moment, cette pensée m'a plu, et j'ai approfondi un peu plus ce courant, autonomiste, survivaliste, pré-peur, et ça a fait le citoyen prévoyant, tout simplement. Mais j'avais aussi quelques bases dans mon enfance, puisque quelque part, j'ai grandi dans une maison autonome. Mes parents m'ont élevé dans ma jeunesse en Guadeloupe, dans une maison où il y avait l'énergie solaire, où on avait un potager, on avait un poulailler, on avait également des citernes d'eau pour récupérer l'eau de pluie, c'est l'eau qu'on buvait, l'eau qu'on se lavait, l'eau qui nous servait à tout. Donc c'était pas une question de survivalisme ou quoi que ce soit, hein, c'était juste, c'était comme ça, on n'avait pas le choix, on vivait aux Antilles, il n'y avait pas d'électricité, là où on habitait, il n'y avait pas d'eau courante, et en fait tout le monde vit comme ça aux Antilles, hein, c'était pas nous spécifiquement, c'est qu'à l'époque, là où j'habitais, il n'y avait pas encore tous les services de l'État, donc on devait faire avec les moyens du bord, tout simplement. Donc pendant longtemps, on a vécu avec un groupe électrogène, et après mon père a investi dans des panneaux solaires. Donc toutes ces petites bases en fait qui ont formaté mon enfance, lorsqu'il y a eu la crise de 2008, ça a ressorti, je me suis dit purée, j'aurais bien aimé avoir encore cette maison qu'on avait à l'époque. Au cas où s'il y a un problème, ça pourrait me servir de refuge, parce que là j'ai un potager, j'ai de l'eau, j'ai de l'électricité, et je serai à l'abri, même si j'ai pas de travail, mais je pourrais nourrir mes enfants. Bon, cette maison, on l'a plus, mais ce cheminement de pensée m'a emmené à me dire qu'il fallait que je devienne autonome et le plus rapidement possible. Donc c'est ça qui fait que je parle de ça maintenant et je tourne des vidéos qui vont dans ce sens. Donc voilà. Salut Steven, c'est Julien de la famille Vadrouille. Petite question pour ta vidéo FAQ, en espérant qu'elle verra le jour. Je sais que tu es marié, ou du moins que tu as une compagne, et je voulais savoir un peu quel était son rôle, quelle était sa part de participation dans la préparation de votre foyer. Est-ce que préparation active, est-ce qu'elle est force de proposition, ou est-ce qu'elle te laisse faire gentiment dans ton coin sans trop y participer? Voilà, je te remercie. Ciao. Salut Julien. Ma femme, faut bien que tu comprennes un truc, n'est pas pré-peur. C'est l'épouse d'un pré-peur. Donc elle est très contente des économies qu'on fait lorsque je lui fais sa propre lessive. Elle apprécie le saucisson maison, la viande séchée, les bocaux que je fais. Et en fait c'est pratique. Je prends une journée, je fais des bocaux et après on les sort comme des plats préparés. Elle apprécie tous ces petits trucs que j'ai mis en place. Elle a un EDC, je lui explique 2-3 trucs de sécurité. Elle a un petit seau de secours dans sa voiture. J'ai mis des pare-feux si tu veux. Donc elle les accepte plus ou moins, mais ça s'arrête là.
Je crois bien que ma femme n'a jamais regardé une seule de mes vidéos. Elle sait très bien de quoi il s'agit, puisqu'elle me pose des questions. Elle me dit par exemple, tu vas traiter quel sujet cette fois-ci, de quoi tu parles. On en parle vite fait, mais elle va pas regarder, puisqu'en fait, je pense qu'elle préfère que je passe mon temps à lire des bouquins, que je passe mon temps à m'enrichir sur le net, plutôt que je passe mon temps avec des potes à boire du rhum ou à sortir en boîte, etc. etc. Donc je pense que ça lui convient tout à fait que j'ai ce mode de vie. Mais elle-même en particulier, non, je pense que ça lui fait peur en fait. Donc je pense qu'elle a préféré ne pas trop y penser. Donc elle me laisse mettre en place un stock alimentaire, elle me laisse mettre 300 € dans un filtre Berkey, ok, mais sans plus. Par contre, elle m'aide énormément à la rédaction de mes articles. Pas à l'écrire, hein, mais pour la correction. Parce que si tu veux, moi je suis une bouse interstellaire au niveau de l'orthographe. Tout le monde qui me suit l'a remarqué. C'est un de mes gros défauts, je l'avoue, hein, j'en ai conscience. Mais franchement, moi l'orthographe, c'est un truc de dingue. Elle a beau m'expliquer les règles à chaque fois, faut toujours que j'écrive de la merde. Donc elle m'aide énormément pour corriger mes articles que j'envoie ensuite au magazine qui me publie. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ah, j'ai oublié, je vous oublie pas pour le live. Franchement, j'ai pas eu le temps, je m'excuse. Hein. Mais c'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on m'avait demandé d'en faire plus, j'ai dit non, déjà si j'arrive à en faire un par mois, c'est déjà bien. Mais j'ai pas le temps. J'ai des horaires décalés, je suis papa de très jeunes enfants, j'ai une vie sociale. J'ai pas trop le temps, mais je vous oublie pas, promis. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo du Citoyen Prévoyant. Ciao.